Et salut tout le monde, hein, vous qui regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas encore membre de la chaîne, hein, en tant que souscripteur en tout cas. N'hésitez pas, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, à commenter, partager, liker, passer membre de la chaîne, ça vous permettra d'avoir un accès en avant-première aux différentes vidéos sans pub. Plusieurs façons de soutenir la chaîne, hein, bien évidemment, cette souscription, le lien Philibert en bas dans la description de la vidéo pour commander vos jeux chez Philippe et me permettre d'obtenir un petit pourcentage sur le montant hors taxe, je ne sais pas trop. Bref, ça vous coûte rien de plus à vous, si ce n'est de cliquer sur le lien pour commander, voilà, tout simplement. Et moi, ça m'a fait un petit pourcentage. Voilà. Hein, merci en tout cas à ceux qui le font. Puis du coup, commentez, partagez, likez, bien évidemment, hein, la petite tirade classique. Moi, ça me permettra d'aller chez le coiffeur, hein, les sous que vous m'apportez, hein, et d'aller chez le barbiste, parce que regardez, j'ai une tête de gland. Là, sur le coup, là, c'est vraiment pas terrible. Hein, je me tente de le relaisser pousser le mulet, mais ça ne marche pas. Hein, j'abandonne définitivement les cheveux longs depuis un petit moment. Bref, allez, je vous souhaite un bon visionnage, et à plus tard, salut. Salut tout le monde, comment ça va ? Bien ou bien ? Écoutez, moi ça va pas trop mal. On se retrouve pour une petite série de dossiers, comme on avait fait la dernière fois. Donc c'est pas du gameplay, mais c'est dans la continuité de ce que j'ai fait sur Sword and Sorcery jusqu'à présent sur la chaîne. On avait présenté, rappelez-vous, tous les personnages à ma disposition des âmes immortelles. Des différentes extensions, bref, voilà, on avait fait tout autour du personnage, on avait fait une vidéo récapitulative un petit guide sur quel personnage choisir si je veux avoir tel ou tel autre dans mon équipe. Et il y a une série de vidéos que j'ai voulu faire depuis un petit moment et que j'attaque avec cette vidéo-là, c'est d'étudier ensemble et de vous présenter le comportement des différents monstres via leur feuille de comportement, via leur feuille de comportement, voilà. Donc on va faire les différents monstres à ma possession actuellement. Donc, âme immortelle et l'extension Portail des Arcanes. Alors là, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Nous sommes en mai 2024. Je pense qu'au moment où je filme la vidéo, je pense que le temps que je la filme, que je la monte, et que je la diffuse, on sera déjà peut-être au mois d'août, voire septembre, parce que le programme de la chaîne est assez calé pour l'instant. Donc, j'aurai sûrement acheté d'autres extensions d'ici là, et donc je pourrai alimenter de nouveau les comportements de monstres. Les personnages, il n'y en aura plus, parce que j'ai fait le tour, je les ai tous récupérés, je ne pense pas qu'ils en sortent de plus, en tout cas pour les âmes immortelles, peut-être pour les anciennes chroniques, mais ça on verra quand ça sortira en français. Mais voilà, donc l'idée c'est de présenter pour chaque type de personnage et chaque couleur, donc chaque race, une seule race, plusieurs couleurs, comme dirait l'autre, les différents comportements. Donc on va commencer avec les diablotins, les premiers monstres que l'on rencontre dans le jeu, et puis on va faire ça de manière crescendo, on va faire diablotins, les pillards, on va faire les guerriers orques, les chamans orques. On va faire, je pense que ça va tout pour la boîte de base. Peut-être les boss, le chef orc et le chef et le gros troll. Et puis après partir sur les âmes, le parti des arcanes avec les Ephrites, avec les invocateurs. J'ai perdu leur nom. Bref, voilà. Donc on va faire ça tranquillement, étudier chaque comportement, étudier chaque carte, prendre le temps de les étudier, regarder un peu ce qu'il y a dessus pour permettre aux personnes qui débutent à ce jeu de se dire « Ok, je ne comprends pas comment fonctionne le comportement d'un monstre. » Eh bien, cette vidéo va essayer d'apporter quelques éclaircissements là-dessus. Voilà. Bon visionnage. Et à tout de suite après le générique. Allez, nous revoilà pour étudier les diablotins. Donc on va tous les faire. On va faire la race des diablotins et les différentes couleurs. On va commencer du vert, puis le bleu, puis le rouge, bien évidemment. Donc pour l'exemple, j'ai fait une petite mise en place rapidou avec un petit peu du terrain. On a mis Torgar ici et Onamor ici comme personnage. Alors je prends leur feuille de personnage, même si c'est pas forcément indispensable. Où est-ce que je les ai foutus, ces petits lascars? Ils sont arrivés où? Ils sont là, me semble-t-il. Oui, donc je vais les prendre, mais Onamor, le voilà, et Torgar, il est Torgar, il est mon Torgar. Voilà. Hop. Parce que ça permet de mettre en situation certains comportements. Donc là, vous voyez qu'on est un petit peu acculé par les gobelins. Ce genre de situation de mémoire n'arrive pas dans la boîte de base. Hein.
Mais on peut se trouver dans une situation où tu peux avoir ce genre de comportement, notamment vers la fin où les hordes de diablotins débarquent. C'est qu'en fait, c'est une carte de comportement qui s'appelle Horde de Diablotins, qui se gère comme si c'était un seul et même monstre, sauf que tu as deux personnages à gérer. Et là, on est vraiment sur les diablotins de base. Donc, on va commencer par les diablotins verts, que voici. Ils sont deux. Alors, regardons un petit peu leurs caractéristiques. Je ne vous montre pas les feuilles de monstres, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste les points de vie qu'ils ont, les récompenses qu'ils ont. On est vraiment là pour étudier leur comportement. Donc, ce sont des types de monstres de mince. Vert, voilà, je vais y arriver. Green, le jet de vert, voilà. Leur cible privilégiée, c'est les personnages qui ont le plus de sous. Donc ça, c'est quand même important à le savoir. Et après, ça suit les règles classiques pour savoir quels sont les personnages privilégiés. Donc les règles classiques en cas d'égalité par rapport à ce comportement. Et si plusieurs personnages ont le même nombre de pièces d'or, par exemple ici, là, pour les diablotins, c'est les pièces d'or. Si les deux personnages ont un nombre de pièces d'or identique, et bien du coup, c'est donc je disais les règles du livre de règles, page 48, du livre de règles qui s'applique, à savoir que c'est d'abord le héros qui a le plus de blessures, après le héros qui a le moins de points de vie, après c'est le héros qui est le plus proche en distance, en commandant par la zone la plus proche des diablotins, et s'il y a encore égalité possible parmi tout ce qu'il y a eu, ce sont les joueurs qui contrôlent l'ennemi qui décide quelle sera la cible. Voilà, donc généralement on n'arrive jamais à ce cas-là, c'est assez rare. Donc le diablotin, il est là, il n'est pas gentil. Regardons un peu ses différents pouvoirs. Donc son attaque principale, c'est griffe, donc il va lancer 2 dés rouges. Voilà, 2 dés rouges, c'est classique. Et donc avec potentiellement des échecs. Hein, et attaque secondaire, donc, attention, on voit bien la distinction ici. Là, il y a une séparation, vous verrez que certaines cartes de monstres, plus tard dans certaines vidéos, il n'y a pas de distinction. Donc ils ont leur arme principale, secondaire, c'est la même. Et donc ils ont l'alliance des pierres, et là ça fait donc 2 touches automatiques. Donc c'est important à prendre en compte, là que ce sont 2 touches automatiques, et là 2 dés, hein, parce que les dés rouges peuvent foirer leur jet d'attaque. Leur capacité, avant de voir leur comportement, leur capacité déjà ce sont des monstres de type dextérité. Voilà, tous les diablotins sont des monstres de type dextérité. Donc ça veut dire que quand il y a des cartes d'activation de monstres qui vont dire, voilà, tous les monstres de type dextérité, pardon, hop, je décale ça par là, tous les monstres de type dextérité, je vais pas y arriver, s'activent, les monstres, du coup, les diablotins vont du coup s'activer. On appelle ça du coup la technique de combat du monstre, pardon, voilà. Donc nous avons ici du coup ça... sa tactique de combat avec le petit point, c'est le numéro de défi. Le numéro de défi, c'est sa difficulté. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez tout à fait, quand vous jouez à Sword and Sorcery, remplacer des monstres de difficulté 1 par d'autres monstres de difficulté 1 pour vous permettre de varier un petit peu les plaisirs et le jeu. Donc, n'importe quel monstre de difficulté 1 vert peut être remplacé par un autre monstre de difficulté 1 vert. Si vous ne voulez plus voir les diablotins en début de jeu, en début de partie, vous pouvez prendre, je sais pas moi, d'autres monstres qui viennent d'autres boîtes de Sword and Sorcery, à condition qu'ils aient ce niveau de difficulté-là, le 1, pour les remplacer et mettre à la place des diablotins, mettre ces bestioles-là. Voilà. Ça vous permet de varier un petit peu. Comment dire, les plaisirs de rencontre au niveau des personnages. Donc effectivement, on dit que si le rang et la technique de combat correspondent, l'ennemi peut être échangé. Voilà. Donc tu ne peux pas échanger un ennemi de type force 1 avec un ennemi de type dextérité 1, mais un autre ennemi de type dextérité 1, comme marqué ici, dextérité et un petit point, peut être échangé avec un autre monstre de type dextérité 1, voilà, avec la couleur également. Bref, ça permet de, si tu as d'autres monstres, ou si tu crées des monstres custom, tu peux te créer des monstres, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Quelles sont leurs 3 capacités? Donc ils sont voleurs. Donc si une attaque avec griffe, et uniquement avec griffe, attention, une attaque avec pierre ne compte pas, hein. Si une attaque avec griffe inflige des dégâts, on défausse une pièce au hasard de l'inventeur du héros ciblé ou, s'il est vide, de la zone ciblée. C'est-à-dire que si, là présentement, je n'ai pas de pièce d'or sur moi, mais hop, j'en prends une ici. Onamor, il a des sous sur lui. Il est ciblé par un diablotin, il se fait toucher par griffe, et uniquement par griffe, attention, pas par pierre là, eh bien les 50 PO qui sont là, hop, les diablotins les volent. Si les pièces étaient par terre et que les diablotins attaquent Onamor et le touchent avec griffe, eh bien les pièces qui sont par terre, hop, disparaissent.
Voilà. Donc ça, c'est quand même important à le savoir. C'est un point de règle qu'on oublie souvent. Moi-même, d'ailleurs, je pense que je l'oublie très régulièrement. Je pense à faire voler je sais que le voleur va voler au personnage, mais tu vois, régulièrement, je pense que si jamais mon personnage n'a pas de pièce d'or, j'oublie de lui faire voler une pièce au sol. Ça arrive assez régulièrement. Ils ont meute de niveau 1. Si les ennemis contrôlent cette zone, les attaques avec griffe infligent plus une touche. Le contrôle de zone, c'est qu'il faut que tu aies au moins... Enfin, que tu sois en supériorité numérique par rapport à l'adversaire. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de contrôle. Dans ce cas-là, il y a contrôle et en plus, il y a domination. La domination, c'est quand on est plus du double. Ça veut dire que là, les diablotins ont sur Onamor un contrôle de zone et une domination. Contrôle de zone par meute, ça leur fait plus 1. Et domination, ça c'est une règle de base dans tout Swan Sorcery, ceux qui dominent la zone ont plus 1. Donc là, ça veut dire que Griff fera donc 2 dés rouges plus une touche pour le contrôle et une autre touche pour la domination. Si Torgar rentre en jeu ici, il n'y a plus ni contrôle ni domination. Si un diablotin bleu rentre en jeu ici, nous n'avons pas de domination, parce qu'il n'y a pas le double du diablotin qu'il y a de héros. Mais par contre, ils contrôlent la zone, parce qu'ils sont en supériorité numérique, donc ils ont plus une touche. Et ils ont une petite capacité qui s'appelle la force démoniaque, qui active cet ennemi. Alors ça va nous dire, ce sont certainement des fois des cartes rencontres qui disent activer le pouvoir spécial d'un ennemi. De type dextérité, par exemple, enfin bref, et du coup, hop, là, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Alors, là, c'est une activation, mais des fois, tu as des pouvoirs spéciaux qui font autre chose que ça, qu'une activation. Donc, on va se concentrer un petit peu sur les différents comportements. Donc, on a 1, 2, 3, 4 comportements intéressants ici à repérer. Je vais récupérer encore quelques pièces d'or, ça peut être intéressant pour mes exemples. Hop, 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 voilà. Donc, à 0, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque avec griffe. Un diablotin, quand il est à 0, là, on va prendre un seul diablotin, c'est pas la peine d'en prendre 27 pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait quand il est à 0? Il attaque avec griffe. Donc on va commencer par regarder s'il y a quelqu'un dans la zone à 0 autour de lui. Là, effectivement, il y a bien Onamor et Torgar qui sont là. Donc il va du coup pouvoir attaquer avec griffe. Mais lequel attaque-t-il? Bon, il va choisir celui qui a le plus de sous. En l'occurrence, Torgar. Et il est important de noter qu'on va dérouler les actions du haut vers le bas. C'est-à-dire que là, à partir du moment où là on valide le fait qu'il y a un ennemi à 0 sur lui qui doit en choisir un, on ne va pas aller voir en dessous. C'est pas parce qu'il y a, je suis dans cette situation-là, par exemple, qui va, même si Torgar a plus de sous qu'Onamor, qui va aller cibler Torgar, parce que son comportement ici ne correspond qu'à la zone 0. Attaque avec griffe. Voyons voir la seconde option. Là, s'il a un monstre, donc si la personne dans sa case, on est dans cette situation-là. Et là, c'est intéressant parce qu'on a un exemple concret de comportement un petit peu particulier, et pas forcément intuitif. Vous allez voir pourquoi. Donc à 0, il attaque avec griffe. Y a-t-il quelqu'un à 0? Non, il n'y a personne à 0, donc il n'attaque pas avec griffe. Par contre, il va voir s'il y a quelqu'un à 1 ou à 2 de lui. Effectivement, à 1, nous avons Onamor qui est ici, donc là, 1. Et à 2, nous avons Torgar qui est également ici, 2. Dans ces cas-là, lequel va-t-il choisir? Il ne prend pas le plus proche. Pour ce comportement entre 1 et 2, il va prendre du coup celui qui a le plus de sous. Ou s'ils sont égalité, celui qui a le plus de blessures. Bref, je vous renvoie à la page 48 des règles. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer et attaquer avec griffe. Quel est son ennemi? C'est Torgar qui a plus de sous. Donc, le diablotin qui est ici va faire 1. Il va complètement se moquer d'Onamor. Il va arriver ici, sur Torgar, pour le frapper. Pourquoi? Parce que c'est dans la même ligne, 1 et 2. Il y aurait eu une ligne de plus avec 1, et à la ligne 2, il aurait fait d'abord 1 Onamor, puis après ça s'arrête là. Mais là, 1 et 2, c'est sur la même ligne. Donc du coup, il va voir, entre 1 et 2 cases autour de lui, quelle est sa cible préférée. Et il va se diriger vers elle. C'est pas parce qu'il rencontre Onamor sur le trajet qu'il va s'arrêter sur Onamor. Non, il va jusqu'à Torgar. 3 et 4, il attaque avec pierre et se déplace de 2 zones. Alors 3 et 4, si je suis ici au bout du couloir, là, 1, 2, 3, 4, c'est le cas. Là encore, lequel est ma cible préférée? Eh bien, ça reste celui qui a le plus de sous, ça reste Torgar, qui a donc 55 pièces d'or contre 10 pour Onamor. Donc, l'attaque avec pierre, il ne va pas cibler Onamor qui est devant lui, il va aller cibler Torgar qui est derrière. Donc, Torgar va se prendre 2 touches, parce qu'il attaque avec pierre. Il est important encore, comme je dis tout à l'heure, que là, si jamais l'attaque avec pierre est réalisée, le volant ne se déclenche pas, parce qu'il est uniquement avec griffe. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer avec pierre
Torgar qui est ici, donc il porte à 4 cases, 1, 2, 3, 4, il va se déplacer de 2 zones. Une zone, 2 zones, donc il va se rapprocher des ennemis. Tout simplement. Alors effectivement, si jamais ils n'ont pas de pièces d'or comme ça, et que lui là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, 3 à 4, 3 à 4, il attaque avec pierre, mais qu'est-ce qu'il va attaquer avec pierre? Ben, celui, du coup, comme ils ont égalité au niveau des pièces d'or, eh bien, page 48 des règles, donc je reprends les pages 48 des règles, hein, il va choisir celui qui a le moins de points de vie restants, non, celui qui a le plus de blessures, celui qui a le moins de points de vie restants, et le plus proche. Donc, admettons qu'ils aient tous les deux aucune blessure, et qu'ils aient tous les deux 5 points de vie restants, eh bien, à ce moment-là, le plus proche en distance sera Onamor, donc c'est Onamor qui va suivre les attaques du Diablotin. Enfin, là, ce comportement-là, c'est un comportement qui se lance par défaut si aucun de cela ne correspond. Voilà. Donc, s'il a aucune... Alors, là, on est en ligne droite. Par contre, il y a aussi des notions de ligne de vue. On va voir ça juste après. Là, on est en ligne droite. Là, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il est... admettons qu'il soit là. Voilà. Donc là, clairement, il n'a aucune ligne de vue sur les ennemis, parce que la ligne de vue, ça se fait de truc à truc, comme ça. Et sur sa ligne de vue là, écoutez, en ligne de vue, à 0, il a personne, à 1, il a personne. Là, j'ai une ligne de vue qui va ici à 1, 2, il a personne. Par contre, de là à là, il n'y a pas de ligne de vue parce qu'on sort du terrain. Donc on s'arrête là. Donc on fait ce comportement-là qui dit qu'il va se déplacer d'un maximum de 2 zones vers le plus proche. Le plus proche, c'est lequel? C'est Onamor. Là, tu comptes, là. Il va faire donc 1, 2. Tout simplement. Même si Torgar était ici et que Torgar avait plus de sous que lui, dans ce cas-là, bon, le chemin est le même, mais se déplacer vers le plus proche, là, du coup, ça surpasse cette commande-là. Voilà. Tout simplement. Il va faire 1, 2. Je parlais des lignes de vue tout à l'heure. On va reprendre l'exemple ici, comme ça et comme ça. Là, on est à combien ici? Donc là, 0, il n'y a personne, on est d'accord. 1, 2, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, 1, bon, il n'y a personne. 2, est-ce que j'ai une ligne de vue ici? Oui, là, j'ai bien une ligne de vue. Parce que mon petit marqueur laser, c'est quand même bien plus pratique pour vous montrer. Le voilà. Hop là. Tac. Vous voyez qu'on ne passe pas sur le tapis, on est vraiment dans les tuiles. Et on est donc ici. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se déplace avec griffe pour attaquer. On a bien Torgar qui est ici, il fait 1, 2, il va taper Torgar, tout simplement parce que c'est lui qui est ciblé. Je suis dans ce cas-là, encore une fois, j'ai bien ma ligne de vue qui est ici. Son comportement me dit de 1 à 2, 1, 2, il va cibler lequel? Celui qui a plus de sous. Torgar a toujours plus de sous que Onamor, 1, 2. Et il va frapper Torgar. Tout simplement. On a fait le tour, je pense, du diablotin vert. Il est temps de passer au tour des diablotins bleus. Vous allez voir que les diablotins bleus, c'est guère plus compliqué. Les diablotins bleus, qu'est-ce qu'ils ont? Déjà, des nids type dextérité, ils ciblent toujours les plus riches. En termes d'armes, ils ont toujours la pierre à 2 touches, en arme secondaire. Arme principale, la griffe à 2 dés rouges. Attention, moins en armure. Pensez à le prendre en compte. Et là, on a d'autres choses. On a toujours le voleur. Bon, s'il attaque avec griffe, eh bien, il va aller voler une pièce à sa cible, s'il y en a. Sinon, il va voler une pièce dans la zone là où ils sont. Il est toujours en meute. C'est-à-dire qu'en fait, si, comme tout à l'heure, hein, si jamais il contrôle ou domine la zone, s'ils contrôlent la zone, ils ont plus une touche. En cas de domination, forcément plus une touche. Donc, si jamais les ennemis sont dans cette situation-là, hop. Encore une fois, le diablotin bleu ici, il y a bien un contrôle de zone, donc il a bien plus une touche. Par contre, il n'y a pas de domination, donc il n'y a pas plus une touche. Par contre, si on est vraiment dans cette situation-là, donc un petit peu dans le caca, au niveau des héros, eh bien, les diablotins bleus ont plus de touches sur leur griffe. Et là, on a quoi? On a épine. Cet ennemi subit des dégâts, attaque tous les héros de sa zone avec 2 touches. Ça veut dire que moi, si je suis Torgar Onamor et que je fais des dégâts sur le diablotin bleu, que je le tue ou pas, hein, à partir du moment où le diablotin bleu subit des dégâts, ça se déclenche. Tous les héros de la zone prennent 2 touches. Donc Onamor fait une attaque à la dague sur lui, par exemple. Hop, il est blessé, il perd un point de vie, le diablotin bleu. Eh bien, 2 touches vont être affectées à Onamor. 2 touches vont être affectées à Torgar. Attention, ce n'est pas une attaque avec griffe, même s'il est au corps à corps. Donc le vol ne se déclenche pas. Ce sont 2 touches automatiques. La seule façon de ne pas se prendre les touches automatiques, c'est d'arriver à repousser l'ennemi avant que ça ne se déclenche. Par exemple, un coup de bouclier des Carus ou une attaque de zone, n'importe quel effet qui permet de repousser l'ennemi. Eh bien, admettons qu'Onamor ait ici un sort ou un objet qui permet de blesser le diablotin et de le faire repousser là où il veut, donc il va le repousser ici. Le diablotin est d'abord repoussé, puis subit des blessures.
À partir du moment où je subis des blessures, l'épine se déclenche. Y a-t-il quelqu'un dans la zone ici? Non, donc ça ne se déclenche pas. Par contre, si Onamor est un petit peu coquin et qu'il fait ça, et que, pour une raison ou pour une autre, le Diablotin bleu est forcément repoussé dans la zone de Torgar, et qu'il est touché par une attaque de Onamor, les épines se déclenchent, Torgar est dans la zone, il prend 2 touches. Voilà. Ça peut arriver quand on est coincé dans un couloir, par exemple, ou dans un cul-de-sac. Si on se met, par là, si on est comme ça dans cette situation-là, voilà, qu'Onamor est vraiment dans le caca et qu'il a vraiment besoin de repousser les Diablotins bleus, eh bien il fait une attaque sur celui-là qui est repoussé ici. Il est touché, hop, il se prend 2 points de dégâts. Admettons l'attaque d'Onamor tue le Diablotin bleu il est mort, mais comme il est repoussé ici, donc là les épines se déclenchent et après il meurt. Si il n'est pas repoussé, les épines se déclenchent ici et il meurt, donc c'est Onamor qui prendrait les 2 touches. Voilà. Voilà pour un peu comment se passe le comportement d'épines qu'on a tendance à un peu oublier. Au niveau du comportement du Diablotin bleu, c'est guère plus compliqué que le Diablotin vert. Hein. À 0, il attaque avec griffe. Donc y a-t-il quelqu'un à 0 de sa zone? Non, il n'y a pas. Mais par contre, s'il est ici, effectivement, il y a Torgar et Onamor qui sont à 0. Eh bien, il va taper celui qui a le plus de sous. Ça ne bouge pas. Vous voyez que la différence par rapport au Diablotin vert, c'est qu'au lieu de cibler à 1-2 son déplacement pour engager, il attaque à 1-2-3. Donc lui, imaginons qu'il soit juste comme ça ici, et qu'on ait Torgar ici. Y a-t-il quelqu'un dans ma zone? On va mettre Onamor ici. Y a-t-il quelqu'un dans ma zone à 1, 2, 3 cases de moi? 1, 2, 3, mais tout à fait. J'ai Onamor et Torgar. Je cible lequel? Celui qui a le plus de sous. En l'occurrence, c'est toujours Torgar. Si ils n'ont pas de sous, on suit les règles de comportement classique, hein, enfin plus de blessures, plus de points de vie, moins de points de vie restants, etc., etc. Donc lui, il va faire quoi? Il va se déplacer pour engager. Donc quand il se déplace pour engager, il se déplace de toute la distance. Donc il va cibler, du coup Torgar. Il va faire 1, 2, 3, tac, voilà, et il cible Torgar. Les ennemis n'ont pas d'attaque d'opportunité. C'est pas parce qu'un ennemi quitte une zone qui se prend une praline au passage. À 4, il attaque 2 fois avec pierre, il se déplace de une zone, contrairement au Diablotin vert qui attaquait avec pierre, il se déplaçait de 2 zones. Là, il attaque 2 fois avec pierre, donc on est à 4 de distance, on est comme ça, 1, 2, 3, 4. Il va cibler, voilà, toujours Torgar, c'est lui qui a le plus de sous, patati patata, les mêmes règles. Hein. Il va taper 2 fois avec pierre, donc faire une fois 2 touches qui peuvent être contraintes par Torgar, une autre fois 2 touches, contraintes par Torgar, et après il va se déplacer de une zone. Tac. Et encore une fois, le petit symbole de plus se déplace d'un maximum de zones vers l'ennemi le plus proche. Il est ici, 1, 2, tout simplement. Voilà. Voilà pour le comportement Diablotin vert et bleu. On va maintenant passer au chef Diablotin. Le Diablotin rouge qui est un peu plus costaud quand même. Hein. Il a un comportement vraiment pas cool. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il fait? Donc toujours un Diablotin dextérité de type de niveau 1, on va dire, mais pas en rouge, donc quand même gaulé. Et par contre, il va plus cibler celui qui a le plus de pièces d'or. Il change clairement de cible. Hein. Il va cibler le personnage qui est le plus blessé. Donc il va s'acharner sur le personnage le plus blessé. Donc là, peu importe que tu aies de l'or ou pas. Et sinon, c'est pas plus compliqué que les autres. Hein. On va quand même voir un peu ses attaques. Pierre, lui, du coup, c'est 3 touches et plus de touches par rapport aux autres. Griffe, c'est 3 touches. Pardon. Griffe, c'est 3 des rouges, à moins 1 d'armure. Comme le Diablotin qui est ici. Il est rapide. À la fin du tour des ennemis, cet ennemi n'a pas été activé. On l'active. C'est-à-dire qu'à la fin d'un tour d'ennemi, c'est un passif, c'est le symbole infini, si une carte a fait que lui n'a pas été activé pendant ce tour-là, eh bien il s'active. Voilà. Donc tu peux dire, ouf, la Diablotin rouge ne s'active pas. Non, il va forcément s'activer s'il n'a pas été activé pendant le tour. Après, tu as des cartes d'activation qui lui font rien faire. Et ça, c'est bon à prendre en compte. Donc je prends des cartes rencontres. Où sont les cartes rencontres? Ça, c'est les trésors. Où est-ce que j'ai mis les cartes rencontres? Ça rencontre, et voilà. Il faudrait que je trouve une situation où il s'active, mais en fait, il fait rien. Les multi-fois sont activés, non. Aucun ennemi est activé, non. Les rouges sont activés. Les ennemis engagés sont activés. Un ennemi est activé. Voilà. Tous les ennemis blessés sont activés. D'accord? Sinon, tous les ennemis sont activés en utilisant leur truc, quelle que soit la portée. Donc ça veut dire que là, il va utiliser ça pour vous passer de 3 zones vers l'ennemi plus proche, mais il a été activé. C'est pas parce qu'il n'a pas fait d'attaque qu'il n'a pas été activé. Donc il s'est déplacé, il a été activé. Donc là, ça ne se déclenchera pas. Il y a plein de trucs comme ça. Les ennemis engagés attaquent leur épée. Voilà. Enfin, bref, vous verrez.
c'est assez simple. Tiens, voilà, par exemple, tous les ennemis de type mage sont activés. Sinon, chaque ennemi regagne une blessure et ce soit une 2 blessures par acte. Et bien là, ça compte comme une activation du personnage. Hein, là, l'ennemi est considéré comme ayant été activé parce qu'il a fait une action, l'action de se soigner. Donc, si ça se déclenche, Rapidité ne se déclenche pas. Il s'est soigné, c'est bon, il a fini son tour. Il ne va pas non plus t'en rajouter. Voilà, tous les ennemis en place sont s'activer, sinon tous les ennemis utilisent leur pouvoir pentacle. Lui, tu vois qu'il n'a pas de pouvoir pentacle. Donc du coup, là, clairement, effectivement, le pouvoir, sur l'intensory, le pouvoir de magie, là, pardon, c'est pas un pentacle. Là, il l'utilise pas, ça veut dire que donc, clairement, il va déclencher sa rapidité. Voilà. Je ne vous montre pas la feuille de personnage du Diablotin Rouge, ça n'a pas d'intérêt dans son comportement. Ça donne juste ses points de vie, les armures qu'il a, etc. Et je pense qu'on a fait le tour, parce que du coup, après lui, se déplace pour engager, donc 0 à 1, 2 à 3, 4 à 5. Voilà, donc du coup, lui, il cible jusqu'au maximum. Je vous rappelle, dans le jeu, on a une portée de 5 cases maximum. Hein. 1, 2, 3. J'ai pas fait d'exemple avec 5 cases dans mon truc. Il faudrait une petite truc en plus ici, mais bref. Donc de 1, 0, 1, il se déplace pour engager avec griffe. Donc s'il est comme ça, et que Onamor est le plus blessé, il va sortir la zone de Torgar, aller dans la zone d'Onamor pour taper Onamor. De même s'il est là, à 2, 3, 1, 2, 3, Torgar est devant lui, certes, mais si Onamor a plus de blessures, il va faire 1, 2, 3, et il va venir continuer à friter Onamor. Idem pour le 4 à 5. Donc vous voyez que les Diablotins ont un comportement similaire les uns par rapport aux autres. D'ailleurs, tous les ennemis se ressemblent étrangement, c'est une montée de puissance de chaque ennemi. Mais ce qu'il est bon à noter, c'est vraiment cette notion de « ok, j'ai plusieurs choix de cibles possibles, je ne prends pas la première. Je prends celle qui correspond à ma cible principale, même si je dois passer devant un héros pour atteindre le second. Les ennemis ne se prennent pas d'attaque d'opportunité quand ils se déplacent. Il n'y a que les héros qui s'en prennent quand ils quittent des zones non contrôlées ou non dominées. Ils se prennent des dégâts des attaques d'opportunité. Mais là, non. Voilà, écoutez, pas plus longtemps, ça fait 20 minutes, hein, ça suffit largement pour ce format de vidéo. Moi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que vous comprenez mieux le comportement des Diablotins. C'est vraiment les ennemis de base. On passera aux pillards qui sont un peu plus touchy pour la prochaine vidéo parce qu'ils ont des comportements un petit peu différents avec des attaques en réaction, par exemple. Voilà. Quand on rentre dans une zone, un pillard va attaquer ou va s'éloigner. Bref, voilà. Donc des choses à gérer. On verra comment est-ce qu'il s'éloigne et où est-ce qu'il s'éloigne au fur et à mesure de tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai dit des grosses conneries au niveau du comportement des personnages. Hein, c'est possible. Amusez-vous bien, profitez de vos jeux, etc., etc. Des bisous. Salut, salut.